Bonjour, je suis Christian Marois. Je suis professeur titulaire au département administration et fondement de l'éducation. Et je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les politiques éducatives. Je suis au Québec et au Canada depuis 2 ans et demi maintenant, après avoir été longuement professeur à l'Université de Louvain et directeur du GRCEF. Alors je vais parler plutôt aujourd'hui des travaux que je mène dans le cadre de cette chaire depuis 2 ans. Et les premiers travaux vont justement être présentés dans deux communications au cours de ce colloque du CRIFPE. Et une première communication porte donc sur les trajectoires des politiques de gestion axées sur les résultats. C'est une politique importante au Québec depuis au moins une bonne dizaine d'années. Et donc dans cette première communication, on va présenter une analyse de la trajectoire de cette politique. En fait, c'est une analyse qui se situe donc dans le champ de la sociologie des politiques éducatives, la sociologie de l'action publique en éducation. Et c'est une approche qui met surtout l'accent sur, au fond, les idées et les institutions dans la construction des politiques éducatives. Donc c'est une approche à la fois cognitive et néo-institutionnaliste. Alors, ce qu'on va présenter, c'est en fait une analyse des épisodes récents de la construction de cette politique, c'est-à-dire qu'on a analysé les discours, les mémoires et les débats qui ont été faits en commission de l'éducation nationale, commission de l'éducation de l'Assemblée nationale du Québec, qui sont donc des mémoires déposées par un certain nombre d'acteurs organisés, comme par exemple la Fédération des commissions scolaires, les organisations syndicales, les parents, le ministre qui vient présenter son projet de loi. Et donc les débats analysés portent d'une part sur le projet de loi 124 en 2002, d'autre part sur le projet de loi 88 en 2008. Et on analyse en fait ce qu'on appelle des récits d'action publique, c'est-à-dire que c'est un concept d'un politologue anglais, Radaelli, d'origine italienne mais travaille en Angleterre. Et un récit d'action publique, en fait, c'est la manière dont un acteur met en récit les problèmes, les enjeux auxquels une politique doit faire face. Et face à ces enjeux et ces problèmes, il va identifier des solutions qu'il faudrait adopter. Et en troisième lieu, il va mettre en évidence des conséquences positives par rapport aux actions qu'il propose, ou au contraire des conséquences négatives d'une non-action ou d'une action qui serait différente de celle qu'il souhaite. Et donc on a dégagé, c'est ce qu'on présentera, 3 récits d'action publique par rapport à ces 2 lois, et on a remarqué que, en fait, le même récit est porté en 2002 qu'en 2008, donc les récits sont relativement stables. Il y a un premier récit qu'on appelle le récit des gouvernants. Pourquoi? Parce qu'il est porté, en fait, par les partis politiques qui sont successivement au pouvoir, mais aussi par les principaux acteurs des commissions scolaires, mais également par les parents. Il y a un deuxième récit qui est un récit qu'on a appelé alternatif. Il est porté à la fois par un parti d'opposition qui n'a jamais été au pouvoir, que l'Association démocratique du Québec, et aussi par une fédération de directeurs d'établissements scolaires. Un troisième récit qu'on a appelé le récit syndical est porté en fait par les organisations syndicales. Et en fait, en essayant d'être assez synthétique, on montre que, au fond, il y a d'abord des enjeux qui sont partagés par tous les acteurs. Le premier, c'est la réussite scolaire, ou à l'inverse, la lutte au décrochage. Un deuxième, c'est la question de la démocratie scolaire. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Et ces 2 enjeux sont, au fond, partagés par les 2 premiers récits, sauf que les solutions qu'ils proposent sont complètement différentes. Le premier va dire, pour faire face à la question de la réussite ou de la démocratie scolaire, il faut garder les structures existantes, les 3 paliers, le ministère, les commissions, les établissements, mais il faut davantage coordonner le système, le rendre plus cohérent. Et donc ce qu'on propose, nous, les gouvernements, ce récit propose, c'est d'aligner les différents paliers de pouvoir. Et d'après eux, ça va à la fois résoudre les problèmes d'efficacité du système, c'est-à-dire améliorer la réussite, parce qu'on va avoir une série d'outils qui vont, comme la convention de gestion et de réussite entre les établissements et les commissions scolaires ou les conventions de partenariat, ça va permettre de mieux aligner ce que font les établissements avec ce que souhaite le ministère, en passant par ce que veulent les commissions scolaires.
Je schématise. Et donc, ça va résoudre à la fois des problèmes d'efficacité, mais aussi de légitimité de l'école, notamment vis-à-vis soit des usagers de l'école au niveau local, soit plus largement l'institution scolaire comme telle. Donc ça, c'est le récit, au fond, porté par différentes autorités scolaires, auquel va s'opposer alors le récit alternatif qui va partager, comme je le disais, les problèmes, va même dire de manière plus alarmiste le problème de la démocratie scolaire, c'est vraiment une crise de confiance dans l'école publique, et la seule solution, c'est de donner plus d'autonomie aux établissements et de, sinon complètement supprimer, du moins réduire à peu de choses le palier intermédiaire. Et donc c'est une logique où la solution passe par au fond une ouverture d'avoir des écoles et des établissements scolaires aux besoins, aux demandes d'un ensemble de parents ou d'usagers scolaires qui ont des demandes diverses auxquelles les établissements doivent s'adapter ou s'ajuster. Et le troisième récit, c'est le récit syndical. Alors le récit syndical va porter un troisième enjeu que les autres ne portent pas. Et ce troisième enjeu, c'est l'école bien publique. Donc ils partagent les deux premiers enjeux, ils ne les lient pas, mais ils disent qu'il y a un problème que les autres n'identifient pas, c'est la crise au fond de l'école publique qui se marque notamment par le fait qu'il y a de plus en plus de concurrence entre les écoles, notamment entre l'école privée et l'école publique, et ils vont à la fois partiellement soutenir les solutions du récit des gouvernants en mettant par exemple en évidence que il faut effectivement que l'État intervienne dans l'éducation et donne des grandes lignes. Donc ils soutiennent au fond le ministre en disant qu'il faut que l'État ait un plan stratégique et veille à ce que les autres paliers le mettent en œuvre. Ils vont dire d'ailleurs que les commissions scolaires devraient aussi plus se soucier de cette question du bien éducatif public. Donc ils vont soutenir en partie au fond le récit gouvernemental. Mais ils vont s'opposer de manière alors extrêmement nette aux outils qui sont proposés par le récit gouvernemental, à savoir mettre en place, au fond, une gestion axée sur les résultats, avec des objectifs mesurables, avec des évaluations par rapport à ces objectifs mesurables, et ils vont, au fond, défendre l'idée que ça va produire une série de conséquences négatives, notamment la désimplication ou la démotivation du corps enseignant, qui, pour eux, ils ont une théorie de la réussite scolaire, qui est celle-ci, c'est qu'au fond, l'autonomie et l'engagement des enseignants est un des vecteurs clés de cette réussite, et la politique, au fond, risque d'avoir des effets contre-productifs par rapport à cet objectif de la réussite scolaire qu'ils partagent, et d'ailleurs, ils mettent en avant qu'eux-mêmes ont été les principaux acteurs qui ont mis à l'agenda, au fond, de la politique éducative québécoise, cette question de la réussite pour tous. À partir de là, à partir de l'analyse de ces récits, en fait, une dernière partie de la communication est de montrer que, au fond, quand on parle de trajectoire, c'est pas du tout d'une politique, c'est pas du tout une trajectoire linéaire. Une politique se construit avec des courants à la fois d'idées, mais des courants politiques portés par des acteurs sociopolitiques, comme les syndicats ou les commissions scolaires ou les partis politiques, mais aussi est liée à des institutions existantes qui peuvent contraindre le développement des politiques. Et ici, pour ce qui concerne la gestion axée sur les résultats, on voit bien que ce qui se met en place, ce n'est pas une pure politique néolibérale. On dit toujours beaucoup, c'est le nouveau management public qui a imposé ses idées dans le contexte québécois. À notre sens, ce n'est pas tout à fait exact, parce que d'abord, cette doctrine du nouveau management public n'est pas du tout unique. Elle est extrêmement variée selon les contextes. D'autre part, il y a des variantes dans la mise en œuvre de cette doctrine un peu assez peu unifiée. Et ce qui se met en place, plutôt qu'une optique purement néolibérale au Québec, c'est ce que plusieurs auteurs ont appelé une option néostatiste,
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de remplacer l'État par le marché, l'autonomie d'établissements ou d'organisations qui sont soumises alors aux demandes du marché. Il s'agit plutôt de garder quand même un fort accent sur l'État, et c'est bien ce qui se passe dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, c'est l'État qui se met en évidence, mais il s'agit de le rendre à la fois plus efficace, enfin supposément plus efficace, et d'essayer de le rendre plus légitime parce qu'il est justement plus efficace. Et donc ce sentier ou cette trajectoire prise par la gestion axée sur les résultats ici au Québec est à la fois lié à des effets d'institutions existantes. Par exemple, les commissions scolaires, c'est une vieille institution du système scolaire québécois qui agit comme une forme de contrainte, de dépendance de sentier, vont dire les auteurs néo-institutionnalistes, que prennent en compte justement à la fois le récit des gouvernants et le récit syndical. Par contre, au fond, le récit alternatif voulait essayer de, au fond, liquider, si je puis dire, ce niveau intermédiaire. Mais on voit bien qu'à la fois parce qu'il y a des acteurs qui les soutiennent, et aussi parce que c'est une institution qu'il est difficile de déconstruire, cette institution résiste et reste, en tout cas dans le décor, et est pris en compte dans la politique éducative. Ce qui l'éloigne de la tendance néolibérale du nouveau management public. Deuxième phénomène, c'est qu'il y a des phénomènes de sédimentation entre différentes couches des politiques et différentes institutions créées à des époques différentes qui sont articulées et hybridées dans les politiques. Par exemple, avant la gestion axée sur les résultats, il y a eu toute une politique de décentralisation scolaire au Québec, autour des conseils d'établissement, du projet éducatif, autour de la loi 180 qui a dérivé des États généraux de l'éducation. Eh bien, la gestion axée sur les résultats va se composer, s'articuler, se juxtaposer aussi à ces différents outils qui ont été mis en place précédemment, sans que on ne les déconstruise d'une certaine manière. Donc, le phénomène de, à la fois, sédimentation et hybridation, c'est un deuxième phénomène de changement institutionnel que produisent ces politiques. Et un troisième phénomène, c'est un phénomène de conversion institutionnelle. C'est-à-dire que les commissions scolaires restent, bien entendu, comme je l'ai dit, mais elles changent en même temps. C'est-à-dire qu'elles se convertissent à d'autres fonctions par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Elles étaient, ou elles se revendiquent d'ailleurs toujours dans leur discours, comme des gouvernements locaux. Elles ne sont plus tellement locales parce qu'elles ont grandi, d'une part. D'autre part, de plus en plus, elles sont des relais du programme d'action ministérielle, d'une certaine manière. Et donc, quand on dit trajectoire, c'est pas un long fleuve tranquille, simplement linéaire, où un événement succède à l'autre dans un ordre un peu logique, ou en tout cas chronologique. Non, il y a en fait des courants très contradictoires qui se composent. Et un des programmes de travail justement de la chaire, c'est d'analyser ces processus de construction des politiques. Les communications qu'on présente aujourd'hui sont des communications qui se situent au niveau plutôt central. J'ai parlé de la commission éducation de l'Assemblée nationale. Les étapes suivantes, c'est de travailler sur la mise en œuvre effective de ces politiques au niveau justement des commissions scolaires ou des établissements. D'ailleurs, dans une approche comparée avec la France, puisqu'on travaille avec l'équipe d'Agnès Van Zanten sur une comparaison France-Québec de ce point de vue-là. Parce que, évidemment, une politique, une fois qu'elle est votée et discutée à l'Assemblée nationale, n'est pas encore active. Et bien entendu, cette analyse qu'on présente aujourd'hui devrait être complétée par des analyses beaucoup plus sur le terrain, au fond, qui nous apprendront, je pense, autant sur la nature de ces politiques que ce qu'on a pu déjà faire jusqu'aujourd'hui.